kari paye ka crier. Ce proverbe antillais veut dire « Le touriste rit, le pays pleure. Le touriste arrive, il voit le soleil, il voit la mer, il voit les sourires, il repart avec des photos et des souvenirs. Et derrière les sourires, derrière les plages, derrière la carte postale, il y a un pays qui compte ses billets et qui constate que la plupart ne lui appartiennent pas. Chaque année, la Guadeloupe accueille entre 600 000 et 800 000 touristes, des croisiéristes par dizaines de milliers, des séjournants en hôtel, des visiteurs chez l'habitant, des voyageurs qui viennent de métropole, d'Europe, d'Amérique du Nord. Le tourisme représente entre 7 et 10% du PIB guadeloupéen. C'est une part significative de l'économie. Des milliers d'emplois directs et indirects, des recettes, des devises, de l'activité. Le tourisme guadeloupéen, ça marche, officiellement. Alors pourquoi ce même tourisme ne parvient-il pas à réduire la pauvreté? Pourquoi les communes touristiques de Guadeloupe figurent-elles parmi les plus inégalitaires du territoire? Pourquoi un pêcheur de Saint-François, à 2 km d'un complexe hôtelier 5 étoiles, peut-il ne pas avoir les moyens de payer ses factures? Pourquoi des familles guadeloupéennes qui vivent toute l'année dans des zones touristiques sont-elles poussées hors de chez elles par la flambée des prix de l'immobilier que le tourisme provoque? Parce que le tourisme guadeloupéen génère de la richesse. Mais cette richesse ne reste pas en Guadeloupe, ou du moins, elle n'y reste pas équitablement. Aujourd'hui, dans cet épisode, on parle du tourisme guadeloupéen, de ce qu'il génère, et surtout, de qui en bénéficie vraiment, le tourisme pour qui? La réponse est moins évidente qu'on ne le croit. La Guadeloupe est une destination touristique depuis les années 1960. Le développement du tourisme de masse dans la Caraïbe a coïncidé avec la démocratisation du transport aérien. Et la Guadeloupe, avec ses atouts naturels exceptionnels, mer turquoise, biodiversité, relief volcanique, patrimoine culturel, avait tout pour séduire. Les premières grandes infrastructures hôtelières apparaissent dans les années 1970. Le Club Méditerranée s'installe. Des complexes balnéaires se développent sur la côte de Saint-François, de Sainte-Anne, du Gosier. Ces complexes sont construits par qui? Financés par qui? Déjà en partie par des capitaux extérieurs, déjà avec une logique d'enclave, des structures qui fonctionnent en circuit fermé, qui importent leurs modèles, qui rapatrient leurs bénéfices. Aujourd'hui, le tourisme guadeloupéen s'est diversifié. Il y a toujours les grands hôtels, mais il y a aussi le tourisme diffus, les locations saisonnières, les gîtes, les petits hôtels familiaux. Les plateformes numériques comme Airbnb ont changé la donne, pour le meilleur et pour le pire. La Guadeloupe accueille plusieurs types de touristes. Les croisiéristes d'abord, des paquebots qui s'arrêtent quelques heures à Pointe-à-Pitre. Les passagers descendent. Ils font un tour, achètent quelques souvenirs, mangent parfois dans un restaurant du port et repartent. Le croisiériste dépense en moyenne entre 50 et 80 euros par escale en Guadeloupe. C'est peu. Son hôtel, il l'a payé à la compagnie de croisière. Sa nourriture aussi. Son alcool aussi. Tout ça profite à des compagnies internationales, souvent immatriculées aux Bahamas, aux Bermudes, dans des juridictions qui optimisent fiscalement. Pas en Guadeloupe. Les séjournants ensuite. Ceux qui restent une semaine, 2 semaines, en hôtel ou en location. Eux dépensent davantage sur place, en restaurant, en activités, en transport, en excursion. Mais là encore, la question est, où va cet argent exactement? Dans quelle poche? Vers quelle banque? Et puis, il y a les touristes qui restent chez des particuliers guadeloupéens, dans des chambres d'hôtes, des gîtes familiaux, des locations directes. Ceux-là, leur argent reste vraiment dans l'économie locale, directement, dans les mains d'une famille guadeloupéenne. Ce sont eux le modèle idéal, mais ils ne représentent pas la majorité des nuitées, loin de là. La Guadeloupe dispose d'atouts touristiques majeurs, elle en a conscience. Les acteurs publics et privés cherchent à développer le secteur.
Des stratégies de montée en gamme sont à l'œuvre. Moins de tourisme de masse, plus de tourisme haut de gamme. Moins de volume, plus de valeur. C'est une stratégie cohérente, mais elle soulève une question fondamentale. La montée en gamme. Bon, pour qui ? Qui bénéficiera de cette valeur supplémentaire créée ? Les grandes enseignes hôtelières internationales, les groupes familiaux locaux bien positionnés, ou aussi vraiment les petits opérateurs, les artisans, les pêcheurs, les restaurateurs indépendants. Parlons des mécanismes, de la façon dont la valeur touristique est captée et de qui la capte. Premier mécanisme, les fuites économiques. En économie, on appelle fuite les flux financiers qui sortent d'un territoire au lieu d'y circuler. Dans le tourisme insulaire, les fuites ne sont structurellement élevées parce que les îles importent presque tout et que le tourisme amplifie cette importation. Un touriste qui séjourne dans un grand hôtel guadeloupéen, son billet d'avion, acheté à Air France ou à une compagnie étrangère. Sa chambre dans un hôtel dont la maison mère est parfois basée en métropole ou à l'étranger. Ses repas à l'hôtel, préparés avec des produits importés, viande, vin, fromage, fruits de mer surgelés parfois. Ces excursions, organisées par des tours opérateurs intégrés verticalement, ces achats de souvenirs, des articles fabriqués parfois hors de Guadeloupe. À chaque étape, une partie de l'argent du touriste part vers l'extérieur, vers les sièges sociaux des compagnies, vers les fournisseurs importateurs, vers des actionnaires qui ne vivent pas en Guadeloupe. Les économistes estiment que dans les économies insulaires caribéennes, le taux de fuite touristique peut atteindre entre 50 et 70% des dépenses touristiques totales. Autrement dit, sur 1 euro dépensé par un touriste en Guadeloupe, entre 50 et 70 centimes quittés sur l'île, il en reste 30 à 50, dans le meilleur des cas. Deuxième mécanisme, la concentration dans la filière. La filière touristique guadeloupéenne n'est pas un espace ouvert et concurrentiel. Comme dans d'autres secteurs de l'économie guadeloupéenne, la concentration y est réelle. Les grandes enseignes hôtelières, les groupes qui contrôlent à la fois l'hébergement, la restauration et parfois les activités, les tours opérateurs intégrés qui packagent le voyage depuis la métropole et flèchent leurs clients vers leurs propres partenaires sur place. Dans ce système, le petit restaurateur indépendant qui cuisine créole à côté d'un complexe hôtelier, il ne reçoit pas automatiquement les clients de l'hôtel. L'hôtel a son propre restaurant. Il a des accords avec ses propres fournisseurs et ses clients sont souvent en formule tout compris. Ils ne sortent pas. Ils n'ont pas besoin de sortir. Tout est déjà payé, à l'intérieur des murs du complexe, dans une bulle qui s'appelle le tourisme de masse et qui peut fonctionner pendant 2 semaines sans que ses occupants aient eu besoin de rencontrer vraiment l'économie locale. Troisième mécanisme, l'effet Airbnb et la gentrification. L'essor des plateformes de location courte durée, Airbnb, Booking, Abritel, a transformé le marché immobilier guadeloupéen. Des propriétaires guadeloupéens ont commencé à louer leurs biens à des touristes. En saison, 1 semaine en location touristique peut rapporter autant qu'1 mois de loyer classique. L'arbitrage est évident. On retire le logement du marché locatif long terme. On le met en location saisonnière. Résultat, l'offre de logements accessibles pour les Guadeloupéens diminue. Les loyers montent. Les familles modestes sont poussées vers les zones moins attractives, plus loin des centres, des services, des emplois. Des Guadeloupéens délogés par le tourisme, dans leur propre île, pour que des touristes puissent dormir à l'endroit où ils vivaient. C'est propre, c'est légal. Et c'est profondément injuste. 4e mécanisme, les emplois touristiques et leurs conditions. Le tourisme crée des emplois, c'est indéniable. Femmes de chambre, serveurs, cuisiniers, agents de nettoyage, réceptionnistes. Des milliards de postes. Mais quels emplois ? Des emplois souvent saisonniers, concentrés sur la haute saison. Décembre à avril, avec des contrats à durée déterminée renouvelés, jamais transformés en contrats à durée indéterminée. Des emplois à temps partiel. Des emplois physiquement pénibles. Faire les chambres, porter les bagages, sourire 12 heures par jour. Des emplois peu rémunérés,
souvent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, rarement au-dessus. Et des emplois dont les postes d'encadrement, directeurs d'hôtel, responsables commerciaux, chefs de cuisine reconnus, sont parfois occupés par des cadres venus de métropole, détachés pour 2 ou 3 ans, payés davantage et qui repartent. 5e mécanisme, la fiscalité touristique et ses bénéficiaires. Les investissements hôteliers en Guadeloupe bénéficient de dispositifs fiscaux avantageux. La défiscalisation outre-mer, les lois Girardin, Pinel outre-mer et leurs prédécesseurs permettent à des investisseurs métropolitains de réduire leurs impôts en investissant dans l'immobilier touristique ultramarin. Le principe est louable sur le papier. Attirer des capitaux privés pour construire des infrastructures touristiques, créer des emplois, développer l'économie. Mais regardons qui bénéficie réellement de ces dispositifs. Les investisseurs métropolitains qui défiscalisent, ils réduisent leur impôt en France. Ils possèdent donc des biens en Guadeloupe, ils perçoivent des loyers ou des revenus hôteliers et quand ils revendent, ils font une plus-value. L'État français subventionne indirectement la propriété immobilière touristique en Guadeloupe par des investisseurs qui n'y vivaient pas, qui n'y paient pas à leurs impôts, qui n'y élèvent pas leurs enfants, qui y viennent quelques semaines par an pour vérifier que leur investissement se porte bien, avec une belle vue sur la mer, qu'ils ont acheté avec un avantage fiscal. Christian a 48 ans. Il est pêcheur à Sainte-Anne depuis 20 ans. Sa barque, ses filets, sa connaissance des fonds marins. Ses journées commencent à 4 heures du matin. Il rentre en début d'après-midi. Il vend sa pêche au marché. À 200 mètres de lui, sur la plage de Sainte-Anne, l'une des plus belles plages des Antilles françaises, des touristes prennent des photos. Certains le photographient, lui. La barque, les filets, le pittoresque. Christian ne leur vend pas de poissons directement. Les restaurants hôteliers ont leurs fournisseurs, des fournisseurs référencés, des factures conformes, des volumes garantis. Christian ne rentre pas dans ces cases, pas la bonne structure juridique, pas les certifications, pas le volume régulier. Les touristes mangent du poisson dans les hôtels. Parfois, ce poisson vient du même coin de mer où pêche Christian. Parfois, il vient de beaucoup plus loin, surgelé, importé, avec le sourire. Marie-Louise tient un restaurant créole à déchets, un village du nord de la Basse-Terre. Depuis les tournages de la série télévisée Meurtre au paradis, Déchets est devenu une destination touristique prisée. Les Britanniques y viennent, les Français aussi, pour voir les décors de la série, pour la plage, pour le village. Marie-Louise aurait pu profiter pleinement de cette manne, et elle en profite, partiellement. Sa terrasse fait le plein certains midis de haute saison, mais les prix de l'immobilier à déchets ont explosé, des propriétaires ont vendu, des investisseurs ont acheté, des villas de luxe ont poussé. Des plateformes de location courte durée ont transformé le village. La nièce de Marie-Louise cherche un appartement à Déchets. Elle ne trouve rien d'abordable. Tout est en location saisonnière, ou trop cher. Le tourisme a changé le village. Marie-Louise est contente pour son restaurant, elle est moins contente pour sa nièce et pour les autres jeunes qui ne peuvent plus s'installer là où ils ont grandi. Il y a aussi les guides touristiques locaux, des Guadeloupéens passionnés par leur territoire, par la forêt tropicale, par les fonds marins, par l'histoire. Ils proposent des excursions, des randonnées, des plongées. Mais ils se battent contre un système où les tours opérateurs métropolitains, ceux qui vendent les séjours depuis Paris ou Lyon, ont des accords exclusifs avec certains prestataires locaux. Des prestataires qui paient des commissions pour être référencés. Des prestataires qui ont les moyens de payer ces commissions. Pas forcément les meilleurs, les mieux connectés. Le guide indépendant qui connaît chaque sentier, chaque espèce de la mangrove, chaque récif corallien, il n'est pas visible sur la première page des sites des tours opérateurs. Parce qu'il n'a pas pu payer la commission. Parce qu'il n'a pas les certifications requises par les assureurs des grandes agences. Parce que le système n'a pas été conçu pour lui. Et puis, il y a les artisans,
ceux qui créent des objets en bois, en céramique, des bijoux en pierre locale, des vêtements en madras, des créateurs qui portent une identité guadeloupéenne authentique. Les touristes les cherchent. Beaucoup voudraient ramener quelque chose de vrai, quelque chose de local, d'authentique, pas fabriqué en Chine avec une étiquette antille. Mais les artisans locaux peinent à avoir accès aux zones touristiques. Les marchés artisanaux sont souvent saturés, les emplacements coûteux, et les boutiques des centres hôteliers vendent souvent des produits importés déguisés en souvenirs locaux, parce que la marge est meilleure, parce que le stock est plus facile à gérer, parce que personne ne vérifie vraiment l'étiquette. L'État français a une politique touristique pour l'outre-mer, plusieurs même, successives, parfois contradictoires. La première politique, c'est la défiscalisation. On en a parlé, elle attire les capitaux. Mais elle n'est pas conçue pour maximiser les retombées locales. Elle est conçue pour maximiser l'investissement. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir beaucoup d'investissements et peu de retombées locales. C'est exactement ce qui se passe quand un hôtel de luxe est construit grâce à la défiscalisation, emploie des cadres expatriés, s'approvisionne auprès de fournisseurs importateurs et génère des profits qui remontent vers des actionnaires métropolitains. L'investissement a eu lieu, les retombées locales sont limitées, mais les indicateurs de l'État montrent une hausse de l'investissement. Donc tout va bien, sur le papier. La deuxième politique, c'est la promotion touristique. Atout France, comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Des budgets de communication, des salons, des campagnes. La Guadeloupe, les îles de Guadeloupe 2006, les îles que l'île de Guadeloupe, c'est mais vous attendent. Le lac de fric PMA. La promotion fonctionne. Le nombre de touristes augmente. Mais si on n'a pas réglé les questions structurelles qui captent la valeur, qui bénéficient des emplois, qui restent propriétaires, alors attirer plus de touristes revient simplement à alimenter davantage un système qui redistribue mal. Plus de touristes, même fuite, même inégalité. En plus grand, c'est de la croissance, ce n'est pas du développement. Il y a eu des initiatives intéressantes. Le label Bienvenue en France étendu à l'outre-mer. Et des programmes de soutien aux petits hébergeurs locaux, des fonds européens fléchés vers le développement touristique durable, des tentatives de labellisation des produits locaux pour les circuits touristiques. Ces initiatives existent. Elles ne sont pas suffisamment dotées, elles ne sont pas suffisamment coordonnées et elles ne s'attaquent pas aux déséquilibres structurels. Personne n'a imposé que les hôtels défiscalisés en Guadeloupe s'approvisionnent en priorité auprès de producteurs locaux. Personne n'a conditionné les avantages fiscaux à des critères contraignants d'emploi local, de formation des cadres guadeloupéens, de pourcentage d'achat auprès de fournisseurs locaux. On a donné les avantages, sans les conditions, et on a espéré que le marché ferait le reste. Le marché n'a pas fait le reste. La comparaison caribéenne. Certains territoires caribéens ont essayé des approches différentes. Des politiques de développement touristique qui conditionnent les avantages accordés aux investisseurs à des critères de contenu local. Approvisionnement local, emploi local, formation locale. Des politiques qui favorisent les petits opérateurs indépendants face aux grandes chaînes internationales. Des politiques de tourisme communautaire où les revenus bénéficient directement aux populations locales. Ces politiques existent. Elles ont des résultats aux variables. Elles ne sont pas parfaites, mais elles posent la bonne question. Pas seulement comment attirer des touristes, mais aussi comment s'assurer que le tourisme profite d'abord à ceux qui vivent ici. Cette question, la France ne la pose pas assez. Elle pose la première. Elle oublie souvent la seconde. Et c'est pourtant la seconde qui compte. Il y a enfin une réalité qui mérite d'être nommée. Le tourisme génère une image de la Guadeloupe. Une image que la Guadeloupe n'a pas entièrement choisie. L'image de la destination paradisiaque. Des plages, du rhum, des sourires, un espace de détente pour les métropolitains stressés, un dépaysement exotique à 4 heures d'avion de Paris. Cette image écrase les autres réalités. Elle efface le chlordécone. Elle noie les coupures d'eau. Elle cache le chômage des jeunes. Elle maquille la profitation.
et elle place les Guadeloupéens dans une position inconfortable. Ils doivent sourire pour vivre. Ils doivent vendre l'image d'un paradis dans lequel beaucoup d'entre eux ne vivent pas vraiment, pour que des gens qui n'ont pas leurs problèmes puissent venir oublier les leurs. Le tourisme guadeloupéen génère de la richesse. C'est réel. Il crée des emplois. Il finance une partie de l'économie locale. Il a permis à des familles guadeloupéennes de construire une activité, un gîte, une table d'hôte, une entreprise de plongée. Mais il ne redistribue pas équitablement. Il ne profite pas à tous de la même façon. Et les structures qui permettraient une redistribution plus juste n'ont jamais été mises en place. La Guadeloupe est consommée comme destination. Sa nature, sa culture, son image, ses plages et ses couchers de soleil. Ses habitants, souriants, chaleureux, pittoresques. Mais consommer n'est pas la même chose que respecter. Visiter n'est pas la même chose que comprendre. Et générer de l'activité touristique n'est pas la même chose que développer un territoire. La question que je vous laisse est celle-ci. Si vous êtes allé en Guadeloupe, ou si vous envisagez d'y aller, où avez-vous dormi? Où avez-vous mangé? À qui avez-vous acheté vos souvenirs? À qui avez-vous confié votre excursion? Ces choix ne changeront pas le système. Mais ils disent quelque chose de l'idée qu'on se fait du rapport entre un visiteur et un territoire, entre un touriste et une population, entre consommer un endroit et le respecter. En créole guadeloupéen, on dit pays, le pays, mais pas au sens administratif. Pays, c'est la terre, la communauté, l'appartenance. C'est ce qu'on défend quand on dit que le tourisme doit servir le pays. Pas l'inverse. Le pays existe avant le touriste. Il existera après. Et il mérite d'être respecté. Pas juste photographié, pas juste consommé. Respecté. Comme on respecte ce qu'on aime vraiment. La Guadeloupe, comme vous ne l'avez jamais vue, pour de vrai. Merci d'avoir écouté. La prochaine fois que vous réserverez des vacances aux Antilles, vous vous souviendrez de cet épisode. Partagez-le. La Guadeloupe, comme vous ne l'avez jamais vue, sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et Deezer. Cet épisode est dédié à ma mère, Michel, de Sainte-Anne, dont le quartier est devenu une carte postale que les touristes collectionnent et que les habitants subissent. Et à Margot et Gabriel, pour qu'elles sachent que le soleil qu'on vend appartient à ceux qui y vivent, pas à ceux qui passent.